Continuation de la campagne à Kinshasa, doute sur la tenue des élections. Le point de la situation politique en RD Congo en début d'édition avec Yeyette Mavinganzo. Désignation de Khalifa Sall comme candidat de son parti pour la présidentielle au Sénégal. Elle est prévue pour février 2019. Puis affaire de détournement dans le secteur portuaire au Brésil, la procureure générale accuse Michel Temer de corruption et de blanchiment d'argent. Ravi de vous savoir, nombreux rendez-vous, bienvenue à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, plus la date des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux approche, plus des doutes subsistent. La CENI a prévu de faire une sortie ce jour alors que les meetings, eux, ont été interdits à Kinshasa juste avant la sortie dans la capitale de l'opposant Martin Fayulu. Le point de la situation complète avec Yeyette Mavinga. Environ 8000 machines à voter ont été consommées dans un entrepôt de la CENI le jeudi dernier 13 décembre à Kinshasa. Ces machines devraient servir à 19 des 24 communes de la ville de Kinshasa. Mais pour la CENI, cet incendie n'aurait rien perturbé du processus électoral en RDC. Car au moment où nous parlons, 4000 machines seraient déjà à Kinshasa pour remplacer les 8000 machines perdues. Et puis quelques machines sont déjà en route en provenance des provinces environnantes de la capitale. Ce qui ferait actuellement une affaire de 9000 machines à voter, alors que Kinshasa n'a que 7 bureaux de vote. Mais chez les politiques, cet incident, on s'accuse mutuellement. Le Front commun pour le Congo accuse le candidat de l'opposition Martin Fayulu d'être derrière cet incendie. Accusation rejetée par Martin Fayulu qui, à son tour, indexe le pouvoir de vouloir reporter le scrutin. Yeyette Mavinga, finalement, on parle de 4000 déployés, les 4000 autres qui manquent. Comment est-ce que le vote va se passer? Y a-t-il des doutes aujourd'hui sur le bon déroulement du scrutin à Kinshasa? Oui, selon la CENI, il y a d'autres machines qui sont déjà en route, qui arriveraient bientôt à Kinshasa. Mais disons que depuis hier, il y a des rumeurs qui courent un peu partout, disons qu'il y a un possible report du scrutin électoral de 7 jours. Disons que la Commission électorale nationale indépendante ne serait pas encore prononcée jusqu'à présent. Mais il y a un point de presse qui est prévu au courant de la journée de ce jeudi 20 décembre 2018. Voyons ce qui va se passer. Mais selon certaines sources, Corneille Nangaa, qui est le président de la Commission électorale nationale indépendante, aurait déjà contacté les ambassades occidentales pour solliciter une attitude positive de leur part au cas où il y aurait report du scrutin. Comment est-ce que les Kinois ont vécu l'interdiction du meeting de Martin Fayulu? Bon, disons que Kinshasa est plus dans l'opposition. Alors cette décision a été très mal accueillie hier à Kinshasa. Si nous pouvons rappeler les faits en disant que le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a annoncé hier mercredi 19 décembre 2018 la suspension de la campagne électorale pour tous les candidats à la présidentielle. Décision qui surgit quelques heures plus tôt, avant que l'opposition Martin Fayulu puisse parler à la population. Alors, ils ont évoqué comme raison la raison sécuritaire. Décision qui est très mal accueillie par la population quinoise, dont la plupart soutenaient vraiment Martin Fayulu. Pour eux, la majorité présidentielle serait à la base de ces décisions. C'est juste pour empêcher la liberté d'expression des opposants. D'une élection à une autre, mais cette fois-ci au Togo, où les législatives ont lieu aujourd'hui. Une journée déclarée fériée, chômée et payée selon les autorités. Quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés. Reportage. Après plus d'un an de crise politique et des dizaines de manifestations pour demander le départ du président Faure Gnassingbé, les Togolais se rendent aux urnes ce jeudi pour des élections législatives boycottées par la principale coalition de l'opposition. Cette dernière dénonce des irrégularités dans le processus d'organisation et réclame davantage de transparence et des réformes constitutionnelles pour permettre la limitation du mandat présidentiel. Malgré l'absence des deux poids lourds de l'opposition, l'Alliance nationale pour le changement et le Parti national panafricain, 850 candidats issus de 130 listes de 12 partis politiques ou indépendantes participent au scrutin. Les autres formations d'opposition en lice pour ces législatives et qui ne sont pas engagées dans la coalition des 14 disent vouloir se battre pour barrer la route aux partis au pouvoir au sein du Parlement. Le scrutin intervient après des mois de négociations ratées sous l'égide des présidents ghanéens et guinéens, médiateurs pour la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO.
Principal enjeu pour le parti au pouvoir, rafler les 4/5 des sièges, soit 113 députés sur 91 contre 62 actuellement, pouvant lui permettre d'opérer seul les réformes au Parlement, notamment de passer le vote de réformes constitutionnelles permettant au président Gnassingbé de se représenter en 2020-2025. Et parlant toujours des législatives boycottées par l'opposition au Togo, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin un peu partout dans le pays. On fait le point avec notre correspondant sur place, Ferdinand Gadi. Nous sommes le 20 décembre 2018 et c'est ce jour que se déroule le stage des élections législatives au Togo selon la feuille de route de sortie de crise du 31 juillet 2018 issue du communiqué final du 53e sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu ici même à Lomé. La circulation est fluide, les boutiques et les bureaux sont fermés ce jeudi matin dans la capitale. La plupart des bureaux de vote que nous avons parcourus ce matin ont ouvert à 7h locales pour fermer à 16h GMT. Les matériels de vote, les agents électoraux, tout est en place, nous a déclaré l'agent électoral. La population sort à compte-gouttes cette matinée pour accomplir les devoirs civiques. Il faut noter que la veille de ce scrutin, deux communiqués ont parlé de ces élections législatives. L'un est la coalition des 14 partis de l'opposition qui a boycotté ce processus électoral, a appelé à une mobilisation générale pour faire échec au scrutin de ce 20 décembre. Tandis que celui du gouvernement signé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civique a dressé les mesures sécuritaires prises pour protéger le scrutin et les populations qui désirent aller voter. Et pour bien sécuriser le scrutin, les forces de l'ordre et de la défense ont voté par anticipation le mardi dernier. Une unité spéciale de forces de l'ordre dénommée Force Sécurité Élection 2018 a été créée. Elle est composée de 8000 policiers et gendarmes répartis sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 850 candidats issus de 130 listes de 12 partis politiques et des indépendants en liste pour ce scrutin pour 91 sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Fabre perd son statut de chef de file de l'opposition si les résultats de ce scrutin de ce 20 décembre sont validés, puisque sa formation politique se trouve dans les 14 partis de l'opposition ayant boycotté ces élections. Ferdinand Gadi, Lomé pour Sika TV. Khalifa Sall sera fixé sur son sort ce jeudi 20 décembre, date retenue par la Cour suprême pour statuer sur le recours en cassation dans le dossier de la caisse d'avance. En attendant le verdict final, l'ancien maire de Dakar emprisonné a été porté par son parti comme son candidat à la présidentielle de février 2019 au Sénégal. L'annonce a été faite ce mercredi au cours d'une conférence de presse. Pour rappel, Khalifa Sall a été condamné en appel à 5 années de prison ferme pour escroquerie portant sur des deniers publics. Khalifa Ababacar Sall est devenu notre candidat. Par délibération de nos différents partis. Nous avons donné donc acte de sa candidature et nos différents partis se sont constitués en coalition pour porter sa candidature. Pour nous, ce n'est plus le maire de Dakar arrêté. Ce n'est plus une histoire de caisse d'avance de la mairie de Dakar. C'est devenu notre candidat et la lutte pour sa libération, la lutte pour protéger sa candidature, pour créer les conditions pour qu'il se présente comme tous les autres candidats à la prochaine présidentielle, devient notre lutte à nous tous. Les tout premiers résultats partiels du second tour de l'élection présidentielle malgache ont commencé à tomber à compte-gouttes ce jeudi sur fond de tension entre les deux finalistes, Marc Ravalomanana et André Rajoelina. Toute la journée d'hier, les malgaches ont voté pour départager les deux anciens chefs de l'État. Les détails. Au terme d'une journée de scrutin sans incident notable, les opérations de dépouillement ont débuté en fin de journée ce mercredi dans une chaude ambiance. Déjà ce jeudi, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié une première fournée de résultats portant sur à peine 6% des bureaux dépouillés et 750 000 des 10 millions d'électeurs inscrits. Et selon ce décompte, le candidat André Rajoelina arrive en tête avec 57% des suffrages, contre 43% pour son rival Marc Ravalomanana.
Ces chiffres préliminaires sont encore loin de dessiner une tendance fiable. Mais avant même leur publication, les deux candidats ont déjà proclamé la victoire. En pleine campagne électorale, le président nigérien Muhammadu Buhari a présenté ce mercredi sa proposition de budget 2019 au Parlement nigérien. Il est à noter une légère baisse par rapport à l'année dernière. Devant le Parlement, le président Muhammadu Buhari a présenté un budget de 88 300 milliards de naira, soit 24,3 milliards de dollars, un peu moins que le budget historique de plus de 9 120 milliards approuvé pour 2018. En campagne pour sa réélection en février prochain, il a demandé aux députés, en conflit ouvert avec la présidence, de travailler ensemble dans l'intérêt des Nigérians et de procéder à un vote rapide du budget. En 2018, le budget n'avait été approuvé qu'au mois de juin et avec les élections générales prévues en février, il est très probable que ce soit à nouveau le cas pour 2019. Le président nigérian espère également une croissance économique de 3% pour 2019 contre 1,8% en 2018. Le Fonds monétaire international, quant à lui, estime que le PIB du géant d'Afrique devrait progresser de 2,3% l'année prochaine. Alors que le président faisait son discours, le Bureau national des statistiques a révélé des chiffres de chômage inquiétants avec une augmentation de 5% par rapport à l'année dernière, soit 23,1% au troisième trimestre 2018, soit 5 millions de chômeurs en plus dans ce pays de 180 millions d'habitants. Candidat pour le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes EPC, le chef de l'État nigérian a déclaré vouloir continuer les efforts en termes d'énergie, de routes et de projets ferroviaires et d'ainsi éradiquer la pauvreté. Le général Muhammadu Buhari, qui a fêté ses 76 ans mardi dernier, a été largement critiqué pour sa politique économique protectionniste et souvent imprévisible depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Puis au Brésil, la procureure générale a accusé ce mercredi le président Michel Temer de corruption et de blanchiment d'argent, et ce dans une affaire de détournement dans le secteur portuaire du pays. Reportage. Le président brésilien Michel Temer a été accusé ce mercredi de corruption et de blanchiment d'argent dans une affaire de détournement dans le secteur portuaire. Ces accusations émanent de la procureure générale du Brésil qui précise quels sont les résultats d'une enquête concernant des irrégularités dans un décret de mai 2017, date à laquelle Michel Temer était déjà président et qui ont profité à plusieurs entreprises du secteur portuaire. Selon la procureure, le chef de l'État brésilien aurait reçu, par l'intermédiaire de 4 entreprises, des paiements indus du groupe Rodrima, principal bénéficiaire du décret. Le responsable du groupe, Antonio Celso Greco, a également été mis en cause, ainsi que l'ex-conseiller du président, Rodrigo Rucha Lores. Au total, 6 personnes sont visées par cette enquête. D'après la procureure, quelques 32 millions de reals, soit 8,2 millions de dollars, auraient ainsi été détournés. Cette dernière a demandé que cette somme soit restituée par les accusés. Il revient désormais au président Michel Temer de prouver devant les tribunaux qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans le décret sur les ports ni de bénéfices illégaux. D'aucune entreprise a réagi le palais présidentiel de Panalto dans un communiqué. C'est la 3e enquête judiciaire dans laquelle est accusé Michel Temer depuis qu'il est arrivé au pouvoir en août 2016. Il a succédé à Dilma Rousseff, dont il était auparavant le vice-président, après la destitution de cette dernière par le Congrès pour manipulation des comptes publics. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.